Entendu au bureau. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Entendu au bureau, le podcast qui parle enfin des vrais sujets au boulot. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on parle de l'image qu'ont les RH dans les entreprises. Je vois tous les jours, j'entends tous les jours « Ah, c'est la faute des RH, les RH ne servent à rien, mais que font les RH? C'est pas ma décision, c'est celle des RH. » Pourquoi en est-on là? Pourquoi les RH ont-elles si mauvaise presse souvent dans les organisations, il faut le dire? C'est la question que je voudrais qu'on aborde aujourd'hui. Alors ce sentiment, c'est pas uniquement le mien, je pense que c'est le sentiment de beaucoup de personnes dans les organisations. Les études le montrent. Si on regarde une récente étude de Welcome to the Jungle, près de 65% des répondants disent que les RH manquent d'humanité. Donc c'est quand même le pompon. Donc c'est un sujet à aborder, c'est un sujet qui n'est jamais abordé et c'est pour ça que je voudrais qu'on l'aborde aujourd'hui. Et pour ça, je suis ravie d'accueillir Audrey Dufresne, qui est la fondatrice de Nectar et qui a accepté de parler de ce sujet difficile avec moi aujourd'hui. Salut Audrey. Bonjour Lorraine. Alors Audrey, avant qu'on arrive dans le cœur de notre discussion, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours pour nos auditeurs? Bien sûr. Donc moi, c'est Audrey, j'ai 37 ans. Je suis DRH et ancienne, du coup, première salariée de Le Hibou. Donc Le Hibou, pour resituer, c'est une plateforme d'intermédiation entre des freelances IT et des clients grands comptes. Et j'ai eu la chance d'accompagner le CEO, donc Christophe Debec-de-Lièvre, depuis le commencement de la boîte jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est un gros bébé de un peu plus de 80 collaborateurs, 120 millions de chiffre d'affaires, plus de 100 000 freelances sur la plateforme. Ah ouais. Voilà, donc c'est une belle success story. Et effectivement, comme tu le dis, j'ai eu envie, moi, de voler de mes propres ailes. C'était une belle image par rapport au hibou. Et donc de lancer ma boîte Nectar RH, qui, je t'en parlerai peut-être un petit peu après, mais qui vient accompagner justement ces startups dans le développement de toute la stratégie People. Mais tu peux nous en parler maintenant d'ailleurs, si tu as envie. Bien sûr. Donc en fait, l'idée de Nectar, c'est effectivement d'accompagner toutes les jeunes entreprises, principalement de la tech, puisque moi je suis j'ai le secteur de tech très ancré, et donc l'idée c'est d'accompagner ces startups à poser les premières briques de toute leur stratégie tournée autour de l'humain finalement, donc pour que dès le début ils aient le socle, les bases, pour justement aller croître, j'ai envie de dire, qu'il y ait une croissance pérenne et qu'on puisse scaler derrière au moment où il faut scaler et que tout soit bien en place. Super programme. Ouais, bon, alors ça se lance, donc on y va petit à petit. Super, merci Audrey. Avec Alors plaisir. si on arrive en fait à notre sujet, alors pour toi, pourquoi est-ce qu'il y a ce RH bashing dans les organisations? Pourquoi est-ce qu'on a une mauvaise perception à la fois de la fonction RH, mais aussi des équipes RH? Tu as complètement raison, c'est quelque chose qu'on voit énormément en entreprise, et quand on laisse traîner ses oreilles, on entend souvent, de toute façon c'est la faute des RH, d'où le titre finalement de ce podcast, c'était bien choisi. La première chose, je pense, ça remonte à très longtemps, puisque avant la Seconde Guerre mondiale, le RH, il était très orienté administratif, et il était là pour finalement répondre aux besoins du CEO, de l'employeur, dans toutes les démarches un petit peu embêtantes à faire. Donc quand on parle de recrutement, de licenciement, de PSE, toutes ces choses-là. Et donc c'est vrai que le RH, à l'époque, il était assimilé à finalement des missions pas super. Et donc cette image était négative. Ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, on a eu le RH qui prenait un positionnement un peu plus stratégique, orienté sur la formation, le développement des talents, et encore plus aujourd'hui avec le sens au travail, etc. Voilà, il y a une dimension RH qui est beaucoup plus axée sur l'humain qu'auparavant. Le problème, c'est que les RH n'ont pas l'habitude de communiquer et donc travaillent dans l'ombre. Et la plupart du temps, les missions qu'on a quand même restent c'est-à-dire effectuées dans l'ombre. C'est-à-dire que quand on a un PSE, on ne le lance pas en disant à tout le monde « Coucou, on va virer la moitié de la boîte », ou quand on lance des démarches, par exemple, de mobilité ou des carrières passes, des choses comme ça, c'est des projets qui sont très longs dans le temps. Et donc, forcément, on communique, mais 1 fois, 2 fois dans l'année, pas suffisamment pour montrer réellement notre valeur ajoutée, à quoi on sert dans l'entreprise. Et donc, petit à petit, le RH, finalement, est mis au placard au niveau collaborateur. Et puis, le dernier sujet, c'est que le RH, finalement, il a toujours eu cette double casquette. Employeur-collaborateur, où finalement, il essaye de gagner la confiance des collaborateurs tout en ne perdant pas celle de l'employeur, puisqu'on a un peu cette balance à trouver de comment on se positionne, et elle est très compliquée à trouver. Et donc, effectivement, quand on ne l'a pas tout de suite, cette balance, les collaborateurs nous voient comme l'œil de Moscou, nous voient comme la personne qui va aller colporter
plus haut. Et donc forcément, oui, on a du RH bashing et voilà, plein de négatifs qui tournent autour du RH. C'est vrai, je rebondis sur ton expression, les RH sont vus comme l'œil de Moscou. C'est vrai qu'on entend très souvent au quotidien le fait de dire non, on n'en parle pas au RH, on ne sait pas si on peut leur faire confiance. C'est fou que ces équipes inspirent autant de méfiance, en fait. Moi, ça m'interpelle toujours. Ouais. Moi, j'ai entendu parfois chez le hibou, oh, t'as rendez-vous chez les RH, c'est mauvais signe. Oh là, qu'est-ce qu'on va te dire encore? Enfin voilà, et c'est vrai qu'on se dit mince. Pourtant, on n'a pas l'impression que ce soit l'image qu'on dégage, puisqu'on essaye d'être présent pour les collaborateurs. Mais effectivement, on a aussi un rôle qui, plus on grossit et plus devient transverse, c'est-à-dire que plus la société grossit et moins le RH va pouvoir être en lien direct avec les collaborateurs et plus on va se servir des managers comme relais de proximité pour justement accompagner cette démarche RH. Donc en fait, les RH deviennent petit à petit les accompagnants des managers et beaucoup moins des collaborateurs. Et donc nous, en fait, on est très en lien avec les managers, mais les collaborateurs ne nous voient plus. Et donc quand c'est vrai quand on intervient pour les collaborateurs, c'est souvent, effectivement et malheureusement, qu'il y a un sujet qui ne peut pas être géré par le manager. Et souvent, c'est des sujets qui sont du coup un peu moins plaisants, quoi. J'ai l'impression, tu vois, pour en revenir avec les managers, souvent, je trouve, soyons honnêtes, que les managers se défaussent beaucoup sur les RH. C'est-à-dire que quand il y a une situation un petit peu difficile, ils disent non, mais c'est pas ma décision, c'est la décision des RH. On prend l'exemple des augmentations, de tout ça. Et en fait, à chaque fois, ça retombe sur les RH, sur les équipes. Et donc, du coup, finalement, il n'y a pas de courage managérial, quoi. À chaque fois, c'est la faute des RH. Exactement. Et on voit, c'est un très bon point, ça, le courage managérial. J'adore ce terme. C'est un point hyper important. Plus la société grossit, encore une fois, et plus on va former justement ces managers à ce courage managérial, à porter les process avec les RH, à accompagner la stratégie de l'entreprise. Les managers doivent devenir les ambassadeurs finalement des ressources, des RH, des ressources humaines, parce que sinon les process ne prennent pas. Et en fait, on a lancé, nous, tout un parcours d'accompagnement chez le hibou pour ces managers, justement. Donc, quand ils sont jeunes managers, ils ont des formations un peu de base. Et puis, plus ils ont des collabs à accompagner, et plus ils ont des formations poussées avec des coachs, un accompagnement individualisé et ce qu'on appelle du pair coaching avec d'autres managers pour leur permettre de vivre des situations de groupe, etc. Enfin, c'est super. J'adore, moi, ces programmes. Et en fait, ça aide énormément à amener, justement, ce côté managérial terrain. Par contre, le RH doit accompagner le manager dans tout ce qui est process entreprise et comment je fais pour dupliquer les process. Voilà, donc on a les coachs qui aident sur toute la partie comportement et la RH qui vient sur toute la partie process. Mais je te rejoins, effectivement, surtout les jeunes managers n'osent pas dire non. N'osent pas aller à l'encontre des collaborateurs et ils ont une posture qui est très tournée coaching, ce qui est super. Mais à un moment donné, ils oublient le côté management. Et quand on est manager, on doit savoir dire non. Et c'est vrai que le RH, souvent, doit dire non à la place du manager. Et alors là, c'est le bordel. Clairement. On est bien d'accord. On est d'accord. Et à la fin, moi, quand je suis sortie de la société Le Hibou, effectivement, l'un de mes gros objectifs de l'année 2024, ça a été justement cette montée en compétences managériales parce qu'on n'en pouvait plus, en fait. À 80 collaborateurs, on peut plus faire le gendarme pour tout le monde, quoi. Bien sûr. Je voudrais qu'on revienne sur un sujet que tu évoquais tout à l'heure, c'est le fait que souvent les RH travaillent et qu'on ne voit pas ce qu'ils font. Et donc, je pense que c'est aussi souvent pour ça qu'on se dit ils ne servent à rien, finalement, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font. Clairement. C'est un peu dommage, non, de ne pas communiquer sur tous ces sujets immenses, finalement, que les RH mènent tous les jours. Moi, je le vois tous les jours, j'accompagne des RH tous les jours. Donc, je vois l'immensité des projets qui sont menés. Et c'est quand même dommage de ne pas communiquer dessus, non ? C'est dommage, je te rejoins. Et plus on apprend à parler business, j'ai envie de dire, en tant que RH, et plus on apprend à communiquer aussi. J'ai une anecdote, c'est que quand moi j'ai travaillé main dans la main avec Christophe, le CEO de Le Hibou pendant des années, parce que on a lancé la boîte, on était 3, et j'ai recruté donc mon DG 2 ans et demi après le début de Le Hibou. Et en fait, ce DG a été hyper bon. Il a eu énormément de conseils à me donner, notamment là-dedans, dans ce sujet-là, c'est que j'arrivais pas à parler chiffres avec Christophe. Ouais. Et en fait, pour une RH, parler business, c'est compliqué parce que, encore une fois, qu'en général, quand on est RH, c'est qu'on est très tourné vers l'humain et on fait ce métier parce qu'on a envie de tourner sur l'humain et un peu moins sur les KPI. Et pour autant,
ce DG m'a dit, Audrey, si tu veux parler la même langue que Christophe, il faut que tu lui parles business, il faut que tu lui parles chiffres. Et en fait, j'ai commencé effectivement à mettre des chiffres derrière tout ce qu'on faisait, et on a réussi à se parler comme ça. Mais ça a été une longue, j'ai envie de dire, un long apprentissage. Et de là, on a commencé à communiquer sur tout ça. Mais ce que je veux dire derrière, c'est qu'effectivement, les RH n'ont pas forcément cet état d'esprit au début de communiquer et en fait de mettre des chiffres sur tous les projets qu'elles réalisent et donc du coup de prouver qu'elles ne sont pas juste un centre de coût mais aussi un centre de profit. Quand on va faire des formations en interne et qu'on fait économiser, je sais pas, 10 000, 15 000 euros à la boîte parce qu'on a trouvé des formateurs internes qui vont pouvoir effectuer les formations plutôt que d'aller chercher un prestat externe, on fait gagner de l'argent à la boîte. Quand on fait nos recrutements en interne et qu'on prend pas un cabinet, on fait gagner aussi énormément d'argent. Et donc ça, c'est transformer cette vision du centre de coût, centre de profit, pour parler à son CEO. Et effectivement, on apprend à communiquer, mais ça se fait petit à petit. Et c'est pas toujours simple pour les RH qui débutent et surtout qui sont dans des gros groupes parce que forcément, quand on est en start-up, on fait un peu tout. Quand on est dans des gros groupes, on est plus siloté aussi dans nos façons de travailler et de faire et de s'exprimer. Donc voilà, il faut distinguer. Moi, je parle beaucoup des start-up puisque je viens de la start-up. Mais il y a aussi les process gros groupes qui sont différents. Et puis, la dernière chose, c'est que les RH ont beaucoup de projets, comme tu le dis, sont souvent dépassés par les projets, mais ont beaucoup de projets qui sont souvent invisibles. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que quand on a des projets qui sont, j'ai envie de dire, pour le moment secrets, qui se discutent en codir, des projets assez stratégiques, c'est des projets qui, au début, on ne peut pas communiquer dessus. Donc, en fait, on travaille, et c'est le mot que j'aime employer, en sous-marin. Et donc, tant que le projet ne voit pas le jour auprès des collaborateurs, on n'a pas le droit de communiquer. Et donc ça, c'est souvent, effectivement, tant qu'on ne nous donne pas le go, on ne communique pas. Et puis après, il y a les sujets administratifs. La paye, par exemple. Tous les salariés sont payés, ça se passe bien. On ne dit pas merci au RH, c'est normal que ça se fasse bien, c'est normal. Dire. Exactement. Par contre, le jour où on ne reçoit pas son salaire, alors là, on se fait taper sur les doigts et on nous dit qu'est-ce qui se passe. Voilà. Et ça aussi, c'est un sujet. Un jour, Christophe m'a dit... En fait, je me rends compte que tout se passe bien. Et je dis, c'est bien de le remarquer parce que ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Parce que la reconnaissance au niveau RH, c'est aussi un point qui est hyper important. Et ça fait partie, on en parlera peut-être après, mais des sujets de santé mentale aussi. Oui, tout à fait. En fait, et c'est un sujet que je voulais aborder avec toi. Et les études le montrent. Je suis tombée sur une étude récente là, qui disait que plus de 82% des RH se sentent en situation d'épuisement. C'est quand même les coordonnées les plus mal chaussées. Ce sont les personnes qui travaillent sur la qualité de vie au travail, qui mesurent le stress en entreprise. Et c'est vrai que moi, je le constate au quotidien. Les RH sont souvent épuisés, dépassés. Je confirme. Mais qui s'occupe justement du bien-être des RH, en fait, j'ai envie de dire. Ouais, mais il y a deux sujets dans ce que tu dis et c'est hyper intéressant. Alors, qui s'occupe des RH? Personne, clairement. Et ça, je milite pour ça. Et à chaque fois que je rencontre, parce que j'ai fait partie d'un club de DRH, effectivement, quand j'étais chez le Hibou, via notre fonds d'investissement. Et à chaque fois, on se disait, il faut qu'on arrive à s'entraider, vraiment à créer des réunions entre pairs pour mutuellement partager en fait nos difficultés, nos succès, etc. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui s'occupe des RH. Et c'est quelque chose qui m'a énormément marqué, moi, pendant le Covid. C'est qu'en fait, les RH ont été énormément disponibles pour les collaborateurs. Ouais. À la fois mentalement, à la fois sur comment ça va, mais aussi à la fois sur l'organisation du travail. Hein. Voilà, ça a été un peu le chamboulement pour beaucoup d'entreprises. Mais personne, je serais curieuse d'ailleurs qu'on fasse une enquête là-dessus, de savoir quel pourcentage de RH a été suivi finalement, à qui on a demandé comment tu vas. Perso, autour de moi, personne. Et ça, c'est quand même assez fou. C'est qu'un coach aujourd'hui, un psy, sont suivis eux-mêmes. Ils doivent être suivis pour leur bien-être. C'est obligatoire. Une RH, elle ne l'est pas. Alors que j'ai vu un post LinkedIn il n'y a pas longtemps... très drôle, je ne vais pas citer le nom de la personne, mais qui disait tu devrais te faire meilleure amie avec ta RH pour les raisons suivantes. Et dans une des raisons, il y avait écrit
C'est la personne qui prend soin de ta santé mentale, qui t'écoutera et qui te fera des séances de psy limite gratuitement pour que tu ailles bien. Et alors quand j'ai lu ça, j'ai répondu à ce commentaire. Et si seulement, c'est la wishlist pour les années à venir. Et si seulement les RH étaient formés, accompagnés, parce que non, c'est pas le cas. Et pour autant, on endosse comment dirais-je, cette mission finalement. Le bien-être au travail, je le rappelle, on a des experts qui s'occupent de ça. Il y a des sociétés comme TIL, par exemple, qui accompagnent très, très bien là-dessus. Et donc, le RH peut donner un cadre, le RH peut conseiller justement les meilleurs experts pour accompagner les collabs, mais le RH, encore une fois, n'est pas psy et il n'est pas suivi pour sa santé mentale spécifiquement. Donc, faut... À tous les CEO qui nous écoutent, demandez à vos RH comment elles vont. Et surtout, il faut mettre en place cette supervision pour les RH. C'est important. Ouais, et peut-être aussi, je complète, de pratiquer aussi du feedback, quoi. Ouais. Enfin, de dire, ça fait partie des choses qu'en tant qu'RH, qu'on enseigne ou qu'on essaie d'accompagner nos managers, leur dire faites du feedback, dites quand ça va bien. Mais les RH ont droit aussi, je pense, à avoir des feedbacks positifs, quoi. Ouais. Bon, c'est rare. C'est rare. Mais bon, moi, je jette pas la pierre parce que j'ai eu la chance d'évoluer dans une start-up qui était très orientée sur l'humain. Donc, on en a eu quand même de la reconnaissance, effectivement, en tant que RH. Mais c'est vrai qu'il faut aller la chercher, quoi. Elle vient pas toute seule. Un autre sujet, Audrey, que je voudrais aborder avec toi, c'est la place des RH dans l'organisation. Moi, je suis quand même assez étonnée, voire même souvent choquée, pour être claire, de voir qu'il y a des DRH qui ne siègent pas dans les comités directeurs ou dans les comités exécutifs. Comme si c'était pas si important que ça. Est-ce que ça te choque ? J'ai envie de te dire oui et non. Les mentalités évoluent petit à petit, donc bravo d'ailleurs que ça évolue. Donc ça se fait petit à petit. Moi, j'ai eu la chance d'être intégrée au CODIR dès le début. Quand on a un CEO qui se rend compte que la première salariée doit être une DRH, c'est que quelque part, il a conscience de l'importance de l'humain au niveau de la performance de l'entreprise et du business, donc c'est cool. Mais beaucoup d'entreprises n'ont pas, effectivement, comme tu le dis, cette présence d'esprit, et les RH sont encore beaucoup rattachés au DAF aujourd'hui. Et moi, c'est quelque chose qui me fait doucement rire. C'est comment on fait pour à la fois traiter des chiffres et à la fois traiter de l'humain. Enfin, quand on est DAF, on ne sait pas forcément faire le reste. Enfin, et c'est normal, chacun son métier, j'ai envie de dire. Donc, c'est toujours très étrange de se dire que la DAF, que la DAF gère le RH. Mais c'est encore le cas. Et je pense qu'avec toutes les nouvelles générations, avec tous les besoins d'aujourd'hui, quand on parle de sens au travail, quand on parle d'ambition, de mission, quand on parle effectivement d'arriver à accompagner les collaborateurs sur toute leur vie dans l'entreprise, ça, c'est des choses qui doivent être gérées par un expert et pas par la DAF et pas par un autre pôle. Je parle pour les startups en général. Quand les startups se lancent, ils font appel à une RH, un RH à partir de 50, 100 collaborateurs. J'ai même vu des startups 150, 200 collaborateurs où c'est toujours le CEO qui gère toute la partie RH. C'est pas sain. Et c'est d'où le fait que je lance effectivement Nectar, c'est que c'est pas sain. Les bases ne sont pas là pour que justement le RH, l'humain, soit au cœur de la performance business. Et tant que les CEO ne comprendront pas ça, les boîtes stagneront parce qu'en fait, un produit peut fonctionner, mais ce qui va faire la différence sur le marché d'un produit versus l'autre produit, c'est la qualité des équipes, c'est le bien-être des équipes, c'est comment mes équipes ont envie de se donner pour que le produit aille plus loin, que ça fonctionne encore plus. Chez le hibou, on disait souvent l'extra miles, faire en sorte que les équipes aient envie de donner cet extra miles. C'est via la culture d'entreprise, c'est via effectivement le management, que tu connais très bien, c'est via toutes ces questions-là. C'est parce qu'on va amener un cadre positif aux collaborateurs qui vont avoir envie de donner plus. Et ça, c'est pas un DAF qui est capable de le faire aujourd'hui. Je suis bien d'accord. Et tu vois, une des questions aussi que j'ai, c'est que moi, aujourd'hui, j'accompagne énormément de clients sur les sujets de prospective RH, de futur, de préparation des compétences, de déploiement de l'intelligence artificielle dans les métiers. Et on voit bien que dans ces évolutions qui sont là, d'ailleurs, déjà, l'humain est au cœur de la transformation. Donc, c'est pour ça que ça m'interpelle, tu vois, cette place des RH aujourd'hui qui, je pense, est trop minimisée dans beaucoup d'entreprises. C'est que pour accompagner ces changements, il va falloir miser sur l'humain, il va falloir accompagner les équipes. Et je pense que c'est aussi là que les RH ont leur rôle, non ? Tout à fait.
Tout à fait. Tu parles d'IA, c'est drôle. Les RH se posent de plus en plus de questions. C'est vrai que quand on écoute les RH parler sur les podcasts ou les forums, de plus en plus, on se dit, mais comment va évoluer le métier du RH avec l'IA et tous ces petits robots qui arrivent. Mais moi, je suis persuadée, bon, après, c'est mon avis perso, mais qu'on ne pourra jamais remplacer un RH parce qu'on a beau donner de l'intelligence à une machine, le feeling ne sera pas là, l'intelligence émotionnelle ne sera pas là, enfin, tous ces aspects qui font que le RH est important dans son métier et amène la valeur ajoutée, le robot ne l'aura pas. Donc, je te rejoins complètement. C'est des questions qui, c'est encore assez flou pour tout le monde, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que, en tout cas, toute la partie valeur humaine du RH restera à la main du RH. Et l'IA va servir forcément à nous aider justement à mesurer tout ce bien-être au travail, toute cette valeur humaine qu'aujourd'hui on a énormément de mal à mesurer, puisque quand on a des actions sur le bien-être, on fait des mood surveys, des choses comme ça, mais concrètement dans l'opérationnel, c'est difficile. L'IA va pouvoir nous aider justement à aller mettre des inputs, des KPI spécifiques sur ce bien-être au travail, faire du sourcing pour les recruteurs, aider en fait justement dans les missions au quotidien, mais remplacera pas, à mon sens, un RH pour le suivi des équipes. C'est intéressant le terme que tu utilises de remplacer un RH parce que souvent aussi dans les entreprises, on dit oui, en fait les RH, tout le monde peut faire ce job. Il y a un peu ce côté-là de dire non mais écoute, toi tu as fait du marketing, bah tiens on va te mettre là en RH comme si ça ne nécessitait aucune expertise. Oui, ça m'énerve. Ouais, clairement. Et on voit énormément de gens se reconvertir dans les RH. C'est fou. Enfin, moi, j'ai plein de gens qui viennent me parler sur LinkedIn pour me dire, alors, je suis en reconversion, je faisais ça, je pense que je vais devenir RH. Mais pourquoi ? Enfin, voilà, il y a pourquoi. La question première, c'est pourquoi tu veux devenir RH ? Et j'aime à dire que le RH, c'est pas un métier. Alors dans les grands groupes, si, puisque dans les grands groupes, on est très sectorisé, on est dans le recrutement, dans la formation, dans le SIRH, la gestion du personnel, voilà, c'est très siloté. En start-up, quand on est des RH ou RH, on s'occupe de tout. Et en fait, le métier RH n'existe pas. On fait du recrutement, de la formation, on fait de la paye, du juridique, du social, et donc en fait, il faut être compétent partout. Et c'est ça qui est compliqué aussi, c'est qu'il faut qu'on accepte, le syndrome de l'imposteur est compliqué, surtout pour les femmes RH, c'est qu'il faut accepter de ne pas être expert partout, mais d'être bon au minimum pour accompagner les collaborateurs comme il faut. Savoir dire je ne sais pas, mais aller chercher l'information, parce que voilà, on est pluridisciplinaire et donc on ne peut pas exceller partout. Et donc quand on dit moi je veux devenir RH, qu'est-ce que tu aimes dans les RH finalement ? Et est-ce que clairement tu es câblé pour être RH. RH sans empathie, sans intelligence émotionnelle, sans un minimum d'ouverture humaine, voilà, toutes ces qualités humaines qui font qu'on puisse comprendre les collaborateurs et les accompagner au mieux. Quand on a une collaboratrice qui vient dans son bureau pour nous annoncer sa grossesse, si on est un mur froid et que voilà, c'est compliqué. Voilà. Donc il y a tous ces sujets aussi humains derrière. Je suis pas certaine que le métier des RH soit fait pour tout le monde. Comme tout le monde ne veut pas être manager, d'ailleurs. Exactement, ça c'est sûr. J'ai un autre sentiment en fait que je voudrais te partager, Audrey, c'est le fait que souvent les collaborateurs se déresponsabilisent ou se déchargent en fait d'une certaine façon sur les RH en disant ma carrière est gérée par les RH sont en charge de mon évolution et puis d'une certaine façon ils attendent en fait que les choses tombent tout cuit dans la bouche, comme si on était un peu leur maman, là, à s'occuper d'eux derrière. Je parle de maman, de papa aussi, mais il y a plus de femmes dans les RH que d'hommes. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Tu as le même sentiment vis-à-vis des collaborateurs ? Ouais. Surtout les collaborateurs juniors, effectivement, quand ils débutent, ils sont extrêmement demandeurs, effectivement, auprès des RH. Nous, on l'a vécu aussi quand on a externalisé une partie des équipes à l'île Maurice, où les collaborateurs nous demandaient énormément d'informations sur des sujets très perso, type imposition, type sécurité sociale, où on les invitait gentiment à s'occuper de leurs sujets perso eux-mêmes. Ouais. Mais oui, on nous le demande. Et ouais, au niveau des grands groupes, c'est encore différent, encore une fois, des startups. Je pense qu'en start-up, on a ce rôle de maman et malheureusement, c'est difficile de s'en détacher
parce que les collaborateurs sont extrêmement demandeurs et soit passent par les managers, mais en général passent plutôt par les RH parce qu'on a, encore une fois, via cette casquette d'écoute, la porte qui reste aussi ouverte. Et donc, les collaborateurs tendent à nous demander tous ces sujets-là. Moi, je pense qu'il faut, dès le début, redonner le cadre. Et effectivement, ne pas hésiter à dire « je peux te donner les informations sur tel et tel sujet », mais je ne peux pas faire pour toi. Et donc, prends-toi en charge et vas-y, fais-le toi-même. Il y a plus largement, dans son évolution de carrière, le RH peut conseiller, mais le RH ne peut pas dire tu iras là. C'est aussi au collaborateur d'exprimer sa volonté, d'exprimer ce qu'il aime faire, d'exprimer où il se voit aller. Ça, dans les grands groupes, ça se passe beaucoup comme ça, puisqu'il y a effectivement des chemins de carrière, des carrières passes qui sont tout tracées. On identifie aussi dès le début, dans les grosses boîtes, les collaborateurs à haut potentiel qu'on voit évoluer, etc. Donc, effectivement, dans les grands groupes, c'est encore un peu autre chose. Dans les startups, souvent, on n'a pas de plan de carrière quand on commence. On n'a pas on n'a même pas de vision sur comment on sera dans 5 ans, puisque tout dépend effectivement du business et de l'évolution de la boîte. Et donc, c'est aux collaborateurs, et souvent, je dis ça aux équipes, c'est positionne-toi, dis-nous ce que tu as envie de faire. Et souvent, on oriente la société, la stratégie de boîte, et on fait évoluer les collaborateurs en fonction de leurs envies. Et on se dit là, il y a un trou dans la raquette, là, on a une envie, on va pouvoir créer un poste. Donc voilà, j'ai envie de dire aux collaborateurs, exprimez-vous, osez. Les RH ne sont pas toujours négatives, au contraire, elles ne sont pas toujours là pour vous taper sur les doigts. Et donc, il faut oser ouvrir la porte et aller au-delà des sujets administratifs, leur dire, j'ai envie de faire ça, je me vois évoluer à tel endroit, comment on peut faire, voilà quelle formation j'ai besoin pour arriver là. Et donc, j'ai envie de dire, c'est être proactif de son avenir, de sa carrière, de son évolution professionnelle, et de ne pas attendre que tout soit servi sur un plateau. Un autre sujet, je trouve, c'est que souvent on fantasme un peu la fonction RH. C'est-à-dire qu'on se dit, les RH, ils sont au courant de tout, ils sont au courant de tous les salaires, ils ont du pouvoir, ils peuvent décider de telle ou telle évolution d'un collaborateur. Et je me demande si ça contribue pas aussi au côté un peu mauvaise presse. Ouais, t'as raison. C'est vrai que certains collaborateurs sont très intelligents d'ailleurs et très sournois pour essayer d'aller capter les salaires des autres. Tu as raison. Mauvaise presse, oui et non, parce que les collaborateurs, parfois, je dis pas pour tout le monde, mais parfois savent s'allier au RH pour venir demander conseil avant de négocier les salaires, avant des entretiens annuels, voilà. Donc, oui et non, effectivement, à 60-70% du temps, j'ai envie de dire, on est vu comme ça et on se dit, les RH n'ont pas une vision complètement objective parce qu'elles sont au courant de tout, voilà. Après, le pouvoir, il reste quand même aux managers. Les RH sont là pour amener le cadre, encore une fois, mais un RH ne pourra pas aller à l'encontre de ce que veut un manager. Si le manager décide d'une augmentation de salaire pour ses équipes, le RH pourra dire « mon conseil ou ma façon de voir les choses, c'est oui, c'est non », mais ce sera le manager qui aura la main. Donc, il faut savoir se mettre son manager dans la poche beaucoup plus que le RH sur ces sujets-là. Qu'est-ce que tu as envie de dire à nos auditeurs aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux RH qui nous écoutent et qui se sentent souvent peu mis en avant et épuisés, puisqu'on en a parlé ? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui ? J'ai envie de leur dire déjà qu'elles font du bon boulot, que même si on ne leur dit pas, elles font du beau boulot, qu'elles ne sont pas seules. Et je pense que quand on est RH, et d'autant plus des RH, il faut savoir s'entourer. Faites-vous accompagner, faites-vous coacher, rentrez dans des cercles, effectivement, d'autres DRH pour ne pas souffrir de l'isolement. Parce que ça, c'est un gros sujet quand on est DRH. Effectivement, on est souvent seul dans son coin. Donc, faites-vous accompagner, relevez la tête et prenez soin de vous surtout. Équilibre vie pro, vie perso, on en parlait tout à l'heure ensemble aussi. C'est hyper important parce que quand on est RH, surtout encore une fois dans les mondes des startups, on court un marathon. Et donc, le marathon, pour le finir, il faut prendre soin de soi au quotidien et justement, essayer d'aller
petit pas par petit pas, poser les briques pour retravailler tout ce qu'on a dit depuis le début, la communication, j'ai envie de dire la co-construction avec les managers pour justement trouver des alliés dans l'entreprise. Voilà, travailler sa relation au codir, travailler sa prise de parole devant les équipes, voilà, toutes ces choses-là pour se donner de la visibilité et pour monter en puissance dans l'organisation et du coup à s'asseoir et prendre sa place, sa réelle place de DRH. Merci beaucoup Audrey pour tous tes inputs. C'était un plaisir de discuter de ce sujet avec toi et à très bientôt pour notre prochain épisode. Entendu au bureau. Ça n'existe plus les jeunes engagés. C'est la fin du CDI et du CDD. Non mais les RH ne servent à rien. Ça élimine certains profils comme des jeunes mamans et des Nous ne voulons pas de profil atypique. Il est vraiment payé à rien faire. Entendu au bureau, c'est le podcast qui parle enfin des vrais sujets au boulot.